Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, l'inquiétude des habitants de Keur Massar Nord en ce début de l'hivernage. Ils demandent l'achèvement des travaux des bassins de rétention entamés dans plusieurs quartiers inondables. À Thiès, experts et autorités administratives mènent des actions préventives contre les conséquences des inondations. Dans la cité du Rail, plusieurs quartiers également sont souvent en proie aux inondations. Nous ferons le point. Et puis Cambérène, en quête de vérité et de sérénité. Le village secoué par la mort de deux jeunes noyés. La tension était encore palpable hier. Plusieurs voix autorisées appellent tout de même à l'apaisement. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. Mais d'abord, le journaliste Bachir Fofana devra encore patienter avant de connaître son sort puisque son procès prévu aujourd'hui a été renvoyé au 9 juillet prochain. Pour son avocat, ce rapport vise à permettre la jonction d'éléments d'informations essentielles à la plainte. Voici Maître Aboubakri Barou. Le Facebook ou autre moyen via le net. Donc il est important aujourd'hui de savoir maîtriser tout cela en faisant, en communiquant. Le gouvernement de la République du Sénégal a tous les moyens légaux qu'il faut pour communiquer à bon escient et par le canal habituel par lequel ce gouvernement doit communiquer. Il y a des structures habilitées à cet effet pour communiquer et une structure, l'ARCOP, qui est chargée de publier dans le site officiel de la République tous ceux ou toutes celles qui ont eu à bénéficier d'un marché public, car il s'agit encore une fois des deniers publics qui met en relief un montant assez important des véhicules pour un montant assez important de 8 milliards 250 millions, et c'est tout à fait normal donc que l'opinion publique soit informée. Et ce que a voulu le sieur Bachir Fofana, qui, je le précise encore une fois, n'était animé que d'une belle intention, auquel louable, d'informer les concitoyens sénégalais. Les pauvres, ils ont besoin de savoir à quoi sert leur argent, les impôts. Ils sont affectés à l'achat de quel véhicule. Et vous savez que le marché interdit de spécifier le type de véhicule qu'on doit acheter. Le marché ne dit pas acheter un véhicule de marque Toyota, non. Peut-être une berline ou un véhicule de 4x4, mais pas Prado, Toyota ou autre genre. Voyez-vous. Donc des pans entiers de la procédure ont été quand même violés. Et je pense que le moment opportun, cette affaire sera traitée avec la plus grande rigueur qui soit, en appelant en cause, en mettant sur la scène toutes les personnes concernées. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à travers les médias. Je respecte beaucoup l'institution du judiciaire que j'incarne au même titre que celle-ci est incarnée par les excellents magistrats qui ont eu à prendre cette audience dans un calme serein, même si en marge de cette audience, ils ont cherché à faire renvoyer cette affaire. Mais n'eût été l'intervention de mes excellents confrères, encore une fois, Maître Mohamed Moustapha Diaye et Aliou Sow, qui ont fait suspendre l'audience à leur demande, eh bien, on aurait pu renvoyer cette affaire. Mais fort heureusement, le juge est revenu à de meilleurs sentiments, si je puis parler ainsi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a retenu l'affaire et il a évoqué, Bachir Fofana a répondu à toutes les questions avec calme et sérénité. Nous, avocats également, nous avons eu à poser les questions en rapport avec cette affaire. Et le juge a écouté le procureur en son réquisitoire, il a écouté les avocats en leur plaidoirie. Enfin, il a mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu en principe. Le procès est donc prévu le 9 juillet prochain. Le confrère Bachir Fofana est placé sous mandat de dépôt depuis mercredi dernier. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. L'inquiétude des habitants de Keur Massar en ce début de l'hivernage. Ils demandent l'achèvement des travaux des bassins de rétention entamés dans plusieurs quartiers inondables. Reportage Aminata Ba.
À l'entame de l'hivernage, la colère gronde dans les quartiers de Hamdalaye, Daray Kamil, Medinatoul Salam, Taoufir et Santiyala. Les habitants réclament le départ immédiat de l'entreprise CDE, accusée de retard prolongé dans l'exécution des travaux d'assainissement. Depuis 2021, la société CDE peine à achever les 5 bassins de rétention entamés dans ces zones de Keur Massar Nord. Il demandait à l'entreprise qui s'occupe de la résolution de ce problème-là de quitter. Nous avons constaté que la CDE traîne toujours. Les objectifs qui ont été fixés ne sont pas atteints actuellement. Nous exigeons que la CDE déjà quitte et peut-être confier le marché aux Chinois peut-être qui ont bien fait le travail de l'autre côté que nous avons constaté. Derrière nous, nous n'avons pas de clôture au niveau des bassins. Vous voyez que les TIFA ont envahi les bassins et ce qui veut poser un véritable problème de santé et d'insalubrité. Récemment, on a constaté des morts de jeunes qui jouaient dans les parages. En réaction, les jeunes des quartiers concernés se sont organisés autour du collectif des impactés des bassins et des canaux. Ils ont adressé un mémorandum au préfet ainsi qu'au maire de la commune sans obtenir la moindre réponse. Je pense que ça dépasse même les compétences de la mairie et je pense que ça va directement au ministère de l'hydraulique. Le préfet, il a été consulté administrativement, mais toujours comme on l'a dit, on n'a pas eu de réponse. Dire aux autorités que ça ne marche pas du tout. Nous voulons déjà rencontrer le ministre, l'exposer déjà la situation des différents quartiers qui constituent le SICAP. Et comme ça, éventuellement, c'est la meilleure solution possible pour pouvoir régler ce problème. Déterminés, les habitants de Hamdalaye, Santiyala, Daray Kamil et autres quartiers promettent de poursuivre leur mobilisation jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. À Thiès, experts et autorités administratives mènent des actions préventives contre les conséquences des inondations. Dans la cité du Rail, plusieurs quartiers sont souvent en proie aux inondations. Le reportage de Charanta Diop et Latière. Selon ces experts de eau vive spécialisés dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, les risques d'inondation sont assez élevés dans la ville de Thiès. À certains quartiers comme Ghent, Kermam Elhadj, Sampaté et Tarikao risquent de subir les inondations comme chaque année. Ghent et Kermam Elhadj sont des zones qui sont dépourvus de réseau d'assainissement en tant que tel. Ce qui existe là-bas, c'est les voies naturelles de circulation des eaux et qui malheureusement n'ont pas été aménagées pour permettre d'évacuer les quantités importantes d'eau qui viennent en amont et qui passent par là-bas pour aller rejoindre l'exutoire. Que ces zones devraient bénéficier d'un projet de réalisation de canaux. Le projet est à l'arrêt. Le président de Eau Vive au Sénégal, les inondations vont s'accroître, exigeant en conséquence l'apport de toutes les populations pour éradiquer ce phénomène. Il y a surtout la volonté collective qu'il y avait de vraiment d'avancer ensemble. Le chef de l'exécutif régional est ainsi revenu sur le comportement des citoyens et il appelle à la conscience citoyenne pour éradiquer les inondations. Il faut encore une éducation citoyenne, mais aussi sensibiliser pour qu'on puisse comprendre et partager les dynamiques d'ensemble, mais aussi agir sur l'important pour redresser la situation. Le gouverneur de Thiès Ndao a également salué l'initiative de Eau Vive au Sénégal d'avoir apporté sa contribution à l'identification de pistes de solutions pour faire face à cette épineuse problématique des inondations dans la ville de Thiès. Charanta, c'est connu, l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Comment faire face à la vulnérabilité du réseau électrique, surtout en cette période d'hivernage? La Sénélec a réuni experts et partenaires pour élaborer une nouvelle approche, anticiper également sur les risques, intégrer la résilience dès la conception des projets. Voici le DG de la Sénélec, Pape Tobigay. L'objectif de l'atelier, c'était un peu de voir quels sont aujourd'hui, à quelle vulnérabilité le réseau électrique fait face et quelles sont donc les dispositions à prendre pour rendre le réseau plus résilient. Les impacts, je pense que nous tous nous l'avons vécu et nous en voulons pour exemple ce qui s'est passé à Anne en 2022 où nous avons eu les inondations. Donc disons de façon globale, c'est les inondations qui impactent un peu donc, le système, là où on avait des postes où on a eu des inondations. Il y a les feux de brousse au sud, où parfois c'est les lignes qui sont affectées. Il y a les régions côtières, donc au niveau de Cap des Biches. Il y a des pertes économiques. L'estimation, je ne l'ai pas, mais disons que pour prendre juste aujourd'hui le poste de Anne, nous sommes obligés aujourd'hui de délocaliser un poste qui va nous coûter 8 milliards que sur le poste de Anne. En fonction donc de ces pertes économiques, l'idée c'est donc de les prendre au départ sur l'investissement. Une fois que la cartographie des risques est faite, dans le cadre donc de nos nouveaux projets, nous allons intégrer ces risques-là donc
prendre en compte ces risques pour, dès le début, mettre l'investissement qui va faire que quand donc ces aléas vont survenir, on ne va plus, en tout cas, mettre de l'argent pour ça. Bonne nouvelle pour l'électrification des collectivités locales du Sénégal. L'AMS, l'Association des maires du Sénégal, et une société Exing Levoltech ont signé un protocole dans ce sens. Voici le maire de l'AMS avec Fatou Bintou Conté. L'électrification est un domaine qui intéresse très particulièrement les collectivités territoriales. Ça occupe une bonne partie de notre démarche, mais également une bonne partie de notre stratégie de développement. À plusieurs niveaux. D'abord, il y a des zones qui ne sont pas encore accessibles par le réseau de la Sénélec. Et peut-être que d'ici que la Sénélec puisse accéder, ça va prendre beaucoup de temps. Donc il faut trouver d'autres solutions, telles que l'énergie solaire, pour pouvoir permettre à ces localités très isolées d'accéder à l'électricité. C'est une préoccupation majeure. La deuxième préoccupation, c'est que même les zones qui sont couvertes par la Sénélec, c'est des infrastructures qui, de par le coût d'électrification, coûtent cher aux collectivités territoriales. Nous voulons donc substituer cette électricité par des installations solaires. Il y va des bâtiments publics qui sont sous notre autorité, mais il y va également de nos forages. L'objectif aujourd'hui, c'est de solariser ces forages pour réduire le coût d'accès à l'eau et réduire les coûts pour les communes, la prise en charge de ces factures-là. De manière plus générale, nous voulons développer aussi l'énergie productive, c'est-à-dire au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, au niveau du transport, qu'on puisse privilégier l'énergie solaire, qui nous permettrait de réduire les coûts. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la base de la souveraineté alimentaire, ça sera l'énergie solaire, qui est un poste de coût très important dans le compte d'exploitation des agriculteurs. Donc ce qui fait que nous, maires, en tant que d'une part porte-voix des populations et d'autre part représentants des pouvoirs publics, nous en faisons une priorité fondamentale. Et c'est dans ce cadre que nous avons signé cette convention qui est avec un partenaire crédible, un partenaire chinois, qui va faciliter l'accès des communes à l'électrification dans différents domaines que nous avons déclinés tout à l'heure. Dans l'actualité également, la mort du jeune chanteur Lamine Diallo, vous le savez, révélé par l'émission estivale Sen Petit Galet, la tristesse de la productrice Ngonendour avec Ibrahim Akan. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre fils, Lamine Diallo, qui faisait partie de la grande famille de Sen Petit Galet. Il a eu à participer à 2 éditions de 2022 et de 2023. Donc c'est très très douloureux pour nous et pour sa famille également. Et voilà, nous ne connaissons pas exactement les circonstances de son décès. Et nous savons simplement qu'il a été poignardé à la Médina. Maintenant, les souvenirs que nous avons de lui, c'était un garçon très très gentil, un garçon serviable, studieux, très calme, pas du tout violent. Voilà, donc nous venons de perdre quelqu'un de très 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 cher et nous demandons que la justice fasse son travail et voilà, que son crime ne reste pas impuni. Et puis retour à Cambérène en quête de sérénité et de vérité. Le village, vous le savez, secoué par la mort de 2 jeunes noyés. La tension était encore palpable hier, mais plusieurs voix autorisées appellent à l'apaisement. Habib Faye. C'est dans ce cimetière de Cambérène que Tchernoba et Lamindian ont été inhumés. 2 jeunes emportés par les eaux, 2 vies brisées qui laissent derrière elles une communauté meurtrie. Depuis l'annonce de leur disparition, Cambérène est en ébullition. Les affrontements se sont multipliés entre jeunes en colère et forces de l'ordre. Des scènes de tension qui ont paralysé le village pendant 2 jours.
Après une première tentation de médiation infructueuse, des voix respectées s'élèvent. Libas Diop, figure de la communauté, appelle au calme. Il demande aux forces de défense et de sécurité de quitter les lieux pour permettre un retour à la sérénité. La police doit quitter Cambérène si nous voulons un retour au calme définitif. C'est son déploiement qui pose problème parce que ça pousse les jeunes à réagir et cela ne fait qu'envenimer la situation. Les jeunes, eux, sont invités à déposer les armes et à renouer avec les valeurs de paix chères à la communauté lébou. Une concertation s'organise rassemblant autorités traditionnelles, notables et représentants des différentes parties. Ils ne doivent pas se précipiter. Cambérène est un foyer religieux. Ici, toute décision revient à l'autorité. La police aurait dû écouter avant d'agir. Elle devait normalement passer par les autorités locales avant de commencer à lancer des grenades lacrymogènes. Nous lançons un appel aux jeunes. Restons unis. Préservons la paix. Mais dans l'attente d'un apaisement définitif, les familles des victimes restent déterminées. Elles rejettent le communiqué de la police et réclament la vérité sur les circonstances de ce... Éducation, l'Union démocratique des enseignants du Sénégal exprime sa vive inquiétude face au non-respect des engagements de l'État envers les enseignants décisionnaires et à la lenteur des négociations. L'UDEN tenait son assemblée générale à Rufisque. Écoutons Abdourahmane Gueye, secrétaire général, au micro de notre équipe sur place. Quand même, l'UDEN est inquiète. Inquiète parce que la question des décisionnaires est une question de préoccupation majeure. Elle a été posée sur la table depuis plus de 2 ans, 3 ans. Et l'information qui nous a été donnée, c'était que le document a été entre les mains du président. Hier, nous avons entendu un communiqué nous disant que ce document a été retourné au niveau du secrétariat général. L'UDEN ne peut plus attendre et exige du gouvernement que cette question soit réglée. Sans quoi, on nous entendra et on nous verra. Nous sommes prêts à même aller en grève. Rien n'a été respecté. Et cette question des décisionnaires ne saurait être négociée. Nous pensons que la négociation a assez duré. Des conclusions ont été retenues. Force est aujourd'hui d'appliquer. Pour le reste, c'est des questions de principe que nous posons au niveau de notre centrale, qui depuis 13 ans n'est pas allé au Congrès. Et l'UDEN se positionne et demande que le Congrès soit organisé le plus rapidement possible. Sans quoi aussi, je crois que l'UDEN aujourd'hui quand même prendra toutes ses responsabilités. En sport, le comité national de gestion de la lutte travaille pour la tenue du combat Siteu Balla Gaye du 20 juillet prochain. Seulement, selon son président Malick Ngom, l'instance a engagé des avocats chargés de mener des discussions avec l'agence antidopage. Voici Malick Ngom avec Cheikh Sadibou Diarra. Vraiment cautionner. Nous ne pouvons pas cautionner que l'on tergiverse sur les règles ratifiées par notre pays. Le CNG de lutte suit les directives de l'État. Celui qui est convoqué pour un test antidopage doit s'y soumettre à tout moment voulu par l'agence. Nous allons continuer de mener une campagne de sensibilisation auprès des acteurs de la lutte. Il faut aussi rappeler que la sanction n'émane pas du CNG ni du ministère des Sports, mais de l'agence qui est autonome et qui suit des textes. Ces textes ont été bafoués par Siteu et Max Margan et qui ont été sanctionnés. Le combat Siteu Balla Gaye 2 du 20 juillet aura-t-il lieu? Le CNG travaille en tout cas pour sa tenue en engageant des avocats qui vont tenter de trouver un compromis pour sauver le combat. Cependant, nous ne pouvons pas forcer la main à l'agence antidopage à lever les sanctions. Préparatifs des JOJ 2026, les partenariats se renforcent. Le président du comité d'organisation, Mamadou Diagne-Ndiaye, a été reçu en visite officielle à Monaco par le prince Albert.
Un déplacement symbolique au cours duquel le souverain monégasque, également membre du CIO, a réaffirmé l'engagement de la principauté et de ses athlètes à prendre une part active à ce rendez-vous historique pour l'Afrique et le Sénégal. Voici Mamadou Diagne-Ndiaye. Il faut voir quelles sont les synergies, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. C'est un projet qu'on cultive depuis un moment. C'est faire sentir que Monaco, qui est une grande nation de sport, vous avez toujours le Grand Prix et d'autres grandes manifestations sportives, que Monaco ne soit pas complètement exclu de la préparation des Jeux Olympiques au Sénégal. La Fondation de la Princesse fait beaucoup de choses pour la natation au Sénégal, notamment pour la formation de l'encadrement et des maîtres nageurs au féminin, et pour que les jeunes, il y a énormément de noyades dans nos pays, et elle a développé un programme qui vraiment donne satisfaction et au gouvernement du Sénégal et au comité olympique du Sénégal. En foot, large vainqueur de l'Algérie, 3-0 lors de son dernier match de préparation de la CAN féminine 2024. Prochain au Maroc, l'équipe nationale du Sénégal s'avance avec force et conviction. Le sélectionneur Mamoussé Cissé espère voir la même intensité chez les Lions. Le voici. À nous d'élever notre niveau pour être à la hauteur de nos ambitions. Et nous sommes bien préparés. Nous allons y aller avec de l'humilité, ce qui nous a toujours caractérisé, mais avec des ambitions et du réalisme. Donc nous y allons avec nos forces et essayer de défendre crânement nos chances pour passer déjà le premier tour. Après, essayer de faire mieux que la dernière CAN où on était éliminé. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Soir d'info avec Papa Blader et son invité. Bonne suite des programmes. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.